Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 7 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de liberté de la presse et de la nouvelle législation européenne. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, Emmanuel Macron s'apprête à aborder la question de l'aide à l'Ukraine avec tous les partis politiques. Son objectif est de les pousser à prendre position sur le conflit en Ukraine. Cette démarche intervient avant un débat au Parlement concernant un accord de sécurité signé avec Zelensky. Cette initiative va probablement lui servir aussi à mener campagne contre le Rassemblement national. Et toujours à propos de l'aide à l'Ukraine, les propos d'Emmanuel Macron appelant à ne pas être lâche face à la Russie ont été critiqués par les États-Unis et l'Allemagne qui n'ont pas apprécié, et ce, quelques jours après avoir évoqué l'éventualité d'envoyer des troupes étrangères en Ukraine. L'Allemagne a déclaré que les discussions sur le courage n'aident pas à résoudre les problèmes de l'Ukraine. Et la Maison-Blanche a répété que Zelensky n'a jamais demandé que des troupes étrangères combattent pour son pays. D'autres pays de l'OTAN se sont également démarqués des déclarations de Macron. Et lorsqu'on parle de francisation, de quoi parle-t-on au juste ? Il s'agit d'annoncer une origine française pour un produit, fruits, légumes, viande, alcool, alors qu'il ne l'est pas. Cette arnaque peut coûter jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour les personnes physiques et jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour les personnes morales. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectué depuis le mois de février près de 2000 contrôles sur l'ensemble des produits alimentaires bruts et frais à tous les stades de la commercialisation et a constaté que 683 établissements étaient en situation irrégulière. Selon un communiqué de Bercy, 413 avertissements vont être dressés, 130 demandes de mise en conformité seront faites par voie d'injonction, 2 amendes administratives seront dressées et près de 150 procès-verbaux pénaux seront adressés à la justice. Le ministère rappelle que cela constitue une tromperie pour le consommateur et une concurrence déloyale pour les producteurs français. Et à propos des éoliennes maintenant, une carte représentant le futur de l'éolien en mer a été dévoilée à des élus. Cette carte met en lumière plusieurs projets d'extension de parcs éoliens au large des côtes de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de la Bretagne, suscitant des réactions mitigées. Certains élus sont préoccupés par le manque de consultation préalable, qualifiant la réunion d'initiative tardive et critiquant la méthode employée. Des inquiétudes sont exprimées quant à la précipitation et au déni démocratique perçu dans cette démarche. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un nouveau texte de loi en discussion à Bruxelles, qui pourrait bien changer la donne pour la liberté de la presse en Europe. Il s'agit de l'acte européen sur la liberté des médias. Officiellement, ce texte vise à créer un cadre européen pour la liberté de la presse et l'indépendance de l'information. Mais dans les faits, de nombreux médias français s'inquiètent des conséquences de cette législation, qui pourrait, selon eux, entraîner une régression en matière de liberté. En effet, cette loi envisage d'inquiéter tous les médias européens et pour ce faire, la loi s'appuiera sur 2 piliers. D'un côté, vous aurez la loi sur la Journalism Trust Initiative, qui n'est autre qu'une mesure de fiabilité des médias créée par Reporters sans frontières. Et d'un autre côté, la puissance algorithmique des GAFAM, des organismes extra-européens qui permettront d'agiliser cet étiquetage. Mais les critiques craignent que ce système ne conduise à une censure accrue et à une compromission de l'indépendance des journalistes. Alors que le texte législatif devrait être approuvé ce mois-ci, la question se pose de savoir si cette législation est vraiment la meilleure façon de promouvoir le pluralisme et même l'indépendance des médias en Europe. Voici les détails. Le MFA est la première législation européenne sur les médias qui sera appliquée à l'ensemble de l'Europe. Elle propose un nouvel ensemble de règles visant à promouvoir le pluralisme et l'indépendance des médias dans l'UE.
Parmi les mesures proposées figurent des mécanismes de protection de l'indépendance éditoriale, un financement stable des médias de service public, la transparence en matière de propriété des médias et la protection contre les interférences politiques et économiques. Cependant, la mise en œuvre d'un système de surveillance de la propriété des médias, la création du Comité européen pour les services de médias et la mise en place d'un instrument de surveillance du pluralisme des médias sont autant de mesures qui inquiètent les médias français. Dans une tribune parue en juin 2023, l'Alliance de la presse d'information générale, la FNPS et la SEPM ont exprimé leurs préoccupations quant à la tentation d'instaurer une régulation administrative du pluralisme sur le modèle de l'audiovisuel. Selon le collectif regroupant plus de 550 titres de groupe et presse quotidienne, hebdomadaire ou magazine français, le MFA pourrait marquer une véritable régression par rapport à la liberté dont la presse écrite jouit aujourd'hui en France. D'après le collectif, derrière la protection affichée contre les ingérences, le MFA pourrait en réalité encourager la censure par les plateformes et compromettre l'indépendance des journalistes. Le texte validé en décembre 2023 devrait être adopté d'ici le mois d'avril 2024. Le Comité européen des services de médias devrait entrer en fonction 3 mois plus tard, et toutes les autres dispositions les 3 mois suivants. L'objectivité et l'impartialité sont les exigences éthiques fondamentales des médias, et surtout, ils sont la clé de la confiance que les gens y accordent. Pourtant aujourd'hui, selon une étude de Kantar Public OnePoint pour La Croix, 54% des Français pensent que la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, contre 37% qui pensent au contraire qu'on peut en général leur faire confiance. Mais pour autant, croyez-vous que contrôler le discours médiatique avec une sorte de ministère de la vérité, de manière centralisée, en se basant sur des algorithmes, soit la solution? Après tout, il s'agit là d'un report du problème de la confiance du public. Faisons-nous plus confiance dans nos journalistes ou dans les institutions qui vont les contrôler? Au moins aujourd'hui, vous avez le choix. Si vous ne faites pas confiance à un média, vous pouvez toujours en choisir un autre, et plus particulièrement NTD. Mais demain, les médias seront peut-être tous au diapason soumis à un régime d'autocensure, qui plus est sous la dictée de plateformes extra-européennes. Bref, il est important de s'assurer que les médias européens continuent de jouir de la liberté et de l'indépendance dont ils ont besoin pour remplir leur rôle essentiel dans nos sociétés démocratiques. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et ça me fait penser à ce que disaient les Russes à l'époque soviétique à propos du journal officiel La Pravda. Il n'y a qu'une seule information vraie dans ce journal et c'est la date. Espérons qu'on n'en arrivera pas là en Europe. Et aux États-Unis, Nikki Haley a annoncé la suspension de sa campagne pour l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine. Elle a déclaré que c'était désormais à Donald Trump, seul candidat conservateur, de, je cite, « mériter les voix de ceux dans notre parti et au-delà qui ne l'ont pas soutenu ». Et en Afrique, les chefs des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont annoncé la création d'une force conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes qui les menacent. Le chef d'état-major nigérien des armées a déclaré que cette force conjointe sera rapidement opérationnelle. Et au Mexique, des manifestants ont enfoncé une porte du palais présidentiel à Mexico lors d'une protestation contre l'enlèvement et la disparition en 2014 de 43 étudiants d'une école normale. Les images montrent les manifestants utilisant une camionnette pour enfoncer la porte. Certains d'entre eux ont brièvement pénétré dans le palais. Cependant, le porte-parole de la présidence a assuré qu'ils n'étaient pas entrés. Fait intéressant, l'assaut est survenu au moment où le président mexicain évoquait l'affaire des étudiants disparus. Le président du Mexique a qualifié l'incident de provocation et il a déclaré, je cite, « Il voudrait que nous répondions de manière violente, nous n'allons pas le faire car nous ne sommes pas des oppresseurs. On va réparer la porte et il n'y a pas de problème. » Fin de citation. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia qui va nous parler du plus grand meeting annuel du régime chinois. Vladia, c'est à vous.
Bonjour à tous, merci Rémi. Un signe d'avertissement pour Taïwan lors de l'événement politique le plus important de l'année en Chine. Contrairement à son habitude, le Premier ministre chinois a omis le terme de réunification pacifique pour décrire l'ambition du régime de prendre le contrôle de Taïwan. Pékin a annoncé qu'il augmenterait ses dépenses de défense de plus de 7% cette année. Le Parti communiste chinois considère que Taïwan fait partie de la Chine, bien qu'il ne l'ait jamais gouverné. Il s'est également engagé à prendre le contrôle de Taïwan par la force si nécessaire. Aujourd'hui, le sort de Taïwan est en suspens. À quoi pourraient ressembler les prochaines étapes? Les discours annuels des hauts responsables du parti nous donnent quelques éléments. Donc le Premier ministre chinois a laissé de côté des termes tels que réunification pacifique pour décrire la politique chinoise vis-à-vis de Taïwan. Au lieu de cela, il a déclaré que Pékin serait ferme dans la cause de la réunification de la Chine. À l'heure actuelle, le budget militaire de la Chine s'élève à plus de 200 milliards d'euros. Il s'agit du deuxième budget le plus élevé au monde, juste derrière celui des États-Unis. Le même jour, le ministre de la Défense de Taïwan a déclaré que l'île organiserait d'autres exercices militaires. La marine américaine a également publié un communiqué indiquant qu'un destroyer lance-missile américain avait récemment traversé le détroit de Taïwan, l'étendue d'eau qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Le Japon a également réagi à cette nouvelle, déclarant que la Chine pose un défi stratégique à la communauté internationale. La Chine s'est également fixé un objectif ambitieux en matière de croissance économique, mais son économie est en perte de vitesse et même son Premier ministre a reconnu que l'objectif serait difficile à atteindre. Et pour conclure ce regard sur les deux sessions de Pékin, j'attire votre attention sur l'arrêt surprenant d'une tradition politique de 30 ans en Chine qui permettait aux gouvernements étrangers et aux investisseurs d'avoir un aperçu de la situation déclarée par le gouvernement. Un porte-parole a annoncé que le Premier ministre chinois Li Qiang ne tiendrait pas de conférence de presse cette année après les deux sessions qu'on appelle aussi le Congrès national du peuple. Qui plus est, les conférences de presse habituelles sont également annulées pour le reste du mandat qui s'achève en 2027, à moins qu'une circonstance particulière ne se présente. Depuis le début des années 90, la Chine communique activement pendant ces événements afin d'attirer les investisseurs étrangers et de stimuler le commerce. Ce choix du silence médiatique intervient à un moment où la Chine s'efforce de relancer son économie en difficulté. Elle est soumise à de fortes pressions, crise immobilière, aggravation de l'inflation, effondrement des marchés boursiers et endettement croissant des autorités locales sous le régime communiste. Les deux sessions annuelles marquent le moment où le corps législatif et l'organe consultatif suprême de la Chine se réunissent. Il convient de noter que les délégués présents à la réunion ont peu de pouvoir, puisque les décisions politiques sont prises à huis clos par les membres de l'élite du Parti communiste chinois. Voilà pour le bilan du jour, on aura certainement d'autres choses à dire plus tard. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et pour conclure cette édition, direction Pompéi, où de précieuses fresques ont été découvertes dans la maison de Léda, une demeure antique ensevelie sous les cendres depuis l'éruption du Vésuve il y a près de 2000 ans. Ces fresques comprennent une scène mythologique remarquable représentant Phrixos sur le dos du bélier à la toison d'or, envoyé par Zeus pour l'aider à fuir sa belle-mère. D'autres peintures telles que des natures mortes et des portraits de femmes ont également été mises au jour. Actuellement, recouverts de cendres volcaniques, ces trésors font l'objet d'un nettoyage, d'une consolidation et d'une restauration afin d'être finalement exposés au public. Ces découvertes offrent un nouvel aperçu de l'art et de la vie antique à l'époque romaine. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi. À demain.